Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Patrick, bonjour à tous et toutes. Très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence inédite, cet avant-goût numérique en ligne des rencontres animation formation qui va porter cet après-midi sur les chiffres du secteur de l'emploi 2019 dans le domaine évidemment du cinéma d'animation. Les rencontres animation-formation, que l'on appelle couramment les RAF, se déroulent ordinairement en novembre à Angoulême, dans la foulée des RADI, les rencontres animation, développement, innovation. Elles sont organisées par le pôle image Magélis, avec le soutien du CNC, d'Anime France, de la CPNEF audiovisuel, de l'AFDAS, d'Audience et de la FICAM, que nous remercions évidemment tous. Chaque année, depuis 12 ans, les RAF permettent de confronter la richesse pédagogique et la diversité des pratiques professionnelles, de faire le point sur la situation de l'emploi, ainsi que sur les évolutions technologiques et organisationnelles. L'ambition de ces rencontres animation-formation est de susciter et de favoriser la réflexion collective en mettant en présence toutes les parties prenantes. Nous nous efforçons d'en faire un moment propice au dialogue, à la transmission d'informations et d'expériences, sans tabou, autant que faire se peut, et dans un esprit constructif. Cet automne, nous avons, comme bien d'autres manifestations culturelles et professionnelles, dû renoncer à tenir cet événement en présence d'un public, et nous avons donc décidé en octobre, me semble-t-il, de transformer les RADI-RAF en une édition en ligne, programmée les 18 et 19 novembre. Malheureusement, vous le devinez, le deuxième confinement a empêché qu'il en soit ainsi. Nous avons donc reporté, je dis bien reporté, cette édition en ligne des RADI-RAF et nous sommes désormais tous mobilisés pour vous proposer 2 jours de débats et d'échanges début février 2021. Il nous est cependant apparu nécessaire de partager dès à présent un certain nombre d'éléments qui permettent d'établir un état des lieux du secteur du cinéma d'animation tel qu'il se présentait en 2019, soit quelques semaines avant le début de la pandémie. Nous vous proposons donc le programme suivant cet après-midi. Nous allons nous pencher sur le marché de l'animation, et ceci de 15h10 à 15h30, avec Benoît Danard, que je salue, qui nous rejoint. Bonjour Benoît. Benoît est directeur des études, des statistiques et de la prospective du CNC, et depuis des années, il nous fait l'amitié de venir au RAF présenter un bilan de l'animation de l'année antérieure et donc le travail et les données qu'il va nous transmettre aujourd'hui s'inscriront dans cette perspective de plusieurs années. Merci encore Benoît et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi d'être avec vous dans les nuages pour cette présentation. Très bien. Merci Benoît. Benoît sera accompagné de Stéphane Lebars, le délégué général d'Anime France, qui, en tant que délégué général d'une organisation professionnelle, évidemment, porte le regard de ses adhérents et je dirais, de l'industrie de l'animation au cœur de laquelle il agit. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Ah, ouf. Micro, Stéphane. On n'a pas de micro. Ouais, ben voilà. Le premier problème en direct. Bonjour à toutes et à tous. C'était pour voir si la réalisation se passait bien. Donc, bienvenue en direct des nouveaux locaux d'Anime France pour ce multiplex en direct. Merci beaucoup Stéphane. Puis, dans la foulée, nous vous présenterons les chiffres de l'emploi 2019. Qui seront donc présentés et commentés de environ 15h30 à 15h50 par François Caillé, qui est responsable pilotage et statistique. Non, mais non, pas du tout, et qui est délégué aux affaires sociales d'Anime France. Voilà, l'erreur est arrivée. Deuxième problème, mais là, il n'est pas technique, il est du présentateur. Bonjour François, là aussi, au sein d'Anime France, évidemment, tu connais ces questions par cœur et tu vas pouvoir éclairer la présentation de Philippe dans quelques minutes. Bonjour à tous et content d'être là. Très bien, merci. Philippe de Gardin, c'est bien lui qui est responsable pilotage et statistique data au sein d'Audience. Bonjour Philippe, qu'est-ce qu'Audience? Tu peux nous en dire un mot? Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cette institution. Bonjour. Audience, c'est le groupe de protection sociale qui accompagne tous les professionnels de la culture. Donc
notamment des professionnels du secteur du film d'animation. J'en dirai un petit peu plus longtemps, un petit peu plus tout à l'heure pendant la présentation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux et je passe la parole à Véronique. Très brièvement, pour juste vous préciser que les présentations de nos invités seront suivies d'une session de questions-réponses vers 15h45. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui est à votre disposition. Et nos 4 invités y répondront à l'issue des 2 présentations. Mais avant de leur redonner la parole, je vous laisse en compagnie du nouveau président du pôle Image Magélis, Jérôme Sourisseau. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis très heureux de m'exprimer devant vous par ce moyen à distance, moyen que j'utilise particulièrement cette année compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons. Je me présente, je suis Jérôme Sourisseau, donc le nouveau président du conseil départemental de la Charente et nouveau président du pôle Image Magélis. Pôle Image que je connais particulièrement puisque je siège au conseil d'administration depuis plusieurs années maintenant. Même si j'aurais préféré vous rencontrer en chair et en os, selon la formule consacrée, eh bien, nous nous adaptons, comme vous vous êtes adaptés toute cette année, pour que l'activité continue, que la vie continue autant que faire se peut, dans un domaine culturel particulièrement touché. Et il est important pour nous de maintenir ces rencontres. Je sais qu'elles sont très attendues tous les ans parce que c'est l'occasion d'échanger, d'avoir des données sur la situation de l'emploi, de la situation de l'économie de l'animation, l'économie de toutes les activités liées à ce pôle image. Et je sais combien c'est important. C'est pour ça que nous avons souhaité le maintenir à distance, mais avec tout un programme de qualité comme il l'est chaque année. Alors, c'est vrai que le niveau d'activité a pu globalement se maintenir cette année. C'est grâce au professionnalisme des studios, de leur personnel, grâce à l'engagement de vous tous et grâce aussi à la solidité des partenaires institutionnels qui restent fidèles à l'ensemble du domaine et des secteurs concernés par ce pôle Image Magélis. Malgré cette année particulière, notre volonté en Charente est intacte et nous sommes toujours présents pour soutenir les productions et tous ceux qui souhaitent venir réaliser des projets. Pour 2021, le département de la Charente va consacrer un peu plus de 2 millions d'euros pour la production, une somme qui, ajoutée aux aides de la région Nouvelle-Aquitaine, amèneront à un budget de pas loin de 11 millions d'euros qui pourront être là pour vous accompagner. C'est quelque chose d'extrêmement important. Cela traduit toute la volonté. Sachez qu'ici, il y a de nombreux professionnels, il y a tout ce dont vous avez besoin pour mener à terme votre projet. Pour tenir compte des difficultés, nous avons choisi aussi de modifier notre règlement et de verser 60% d'acompte, car on sait souvent que la trésorerie est difficile en début de projet pour amorcer le projet. Et nous avons souhaité vraiment répondre à cette attente puisque nous avions eu de nombreux retours. Donc en Charente, sachez que ce ne sont pas moins de 1000 professionnels, 12 écoles supérieures représentant plus de 1500 étudiants. Bref, tout un écosystème autour d'Angoulême, dans ce pôle Image Magélis, tout un écosystème qui peut répondre à vos attentes. De nombreux porteurs de projets qui ont choisi de venir en Charente, des fois un peu par hasard, ont souvent choisi d'y revenir parce qu'elles ont trouvé un accueil bienveillant, du professionnalisme, un réseau extrêmement intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez toujours bien accueillis et nous ferons tout pour que vous réalisiez votre projet, parfois le projet d'une vie, que tout cela se réalise vraiment dans de très bonnes conditions. En tant que président du département de la Charente et de Magélis, vraiment sachez que la dynamique qu'il y a ici est extrêmement importante et que le département de la Charente se situe parmi les premiers départements de France dans l'aide à la production, car pour nous c'est extrêmement important. Évidemment, nous espérons pouvoir organiser tout début 2021 l'événement des RAF et RADI, du moins en distanciel. C'est notre objectif, car je sais combien vous attendez ces événements tous autant que vous êtes. J'arrive au terme de mon propos. J'ai quelques remerciements à formuler. Si vous me permettez, je vais prendre ma feuille pour éviter d'oublier un acteur, car tout le monde est important dans l'organisation de cet événement. Donc je veux remercier particulièrement le CNC, Anime France, la CPNEF, Audiovisuel, l'AFDAS, Audience et la FICAM. Et bien sûr, toute l'équipe du pôle Image Magélis, et en particulier les responsables éditoriaux qui ont su s'adapter à la situation, Véronique Dumont, Patrick Evenot et Stéphane Saint-Gilles. Donc merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci au président de Magélis pour ses propos. Nous allons donc entamer ce premier tour de table. Il peut paraître sans doute un peu décalé d'évoquer ce qu'était le marché de l'animation en 2019. Quelques mois,
avant que se déclenche cette crise mondiale qui a bouleversé l'économie et totalement, fortement en tout cas, affecté le secteur de la production et de la diffusion culturelle. Pourtant, il nous a semblé important de partager cet état des lieux d'avant-crise afin de garder en mémoire ce qu'était la dynamique du marché de l'animation en 2019 et peut-être aussi ainsi mieux travailler et imaginer son futur. Pour la première partie de cette rencontre consacrée au marché de l'animation, j'ai donc le plaisir d'accueillir à nouveau Benoît pour nous présenter les grandes tendances du marché de l'animation à partir des éléments réunis par le CNC, et Stéphane qui interviendra pour apporter éclairage et commentaires sur ces données. Messieurs, c'est à vous. Merci Patrick. Donc je vais tout de suite commencer par vous présenter donc les résultats de cette étude qui traite à la fois de la production audiovisuelle d'animation, de la production cinéma, de l'exportation de l'animation, de la diffusion de l'animation à la télévision et ainsi que sur les plateformes. Et puis vous aurez quelques données sur les éléments 2020, vous le verrez au cours de la présentation. Alors si l'on commence tout d'abord par la production audiovisuelle d'animation, en regardant l'évolution du volume de production, vous le voyez, 2019, on a une très légère progression de 2% à 295 heures produites. En réalité, sur la période, au cours des 10 dernières années, vous le voyez, on a des cycles de 2 à 3 ans. Et en moyenne, on produit chaque année sur la période 320 heures, 317 heures. C'est la moyenne sur la période. Donc en complément de ce que vient de dire Benoît, effectivement, on voit que pour la deuxième année consécutive, on est en dessous de cette moyenne 10 ans puisque on est à un peu moins de 300 heures. C'est un plafond de verre qu'on a du mal à franchir, ces 300 heures. Et on compte beaucoup sur la transposition de la directive SMA à compter de 2021 pour relancer ce volume de production et lui faire franchir durablement la barre des 300 heures. Les premières productions plateformes sont signées et elles apparaîtront dans les statistiques à partir de l'année 2021. Juste un petit point pour souligner quand même que ces œuvres qui sont recensées là sont celles qui sont soutenues par le Fonds de soutien audiovisuel et on ne prend pas en compte les œuvres étrangères qui sont fabriquées sur le territoire français et qui bénéficient notamment du crédit d'impôt international. Tout à fait. Alors, on va passer maintenant au devis. Qu'est-ce que ça représente, cette production en valeur? Vous le voyez, en 2019, c'est près de 240 millions d'euros, 237 précisément, en augmentation de plus 13%. Donc, en valeur, on a une augmentation qui est donc supérieure à l'augmentation observée en volume. Et c'est intéressant, là aussi, de le souligner. Alors, compte tenu de ces évolutions, de progression plus importante des devis par rapport au volume, eh bien ça conduit à une augmentation du coût horaire de la production audiovisuelle d'animation. Vous le voyez, qui progresse de 10% en 2019 à un peu plus de 800 000 euros de l'heure, 805 000 euros de l'heure. C'est le niveau le plus élevé sur la période. Ce qui est intéressant d'observer en réalité, c'est que depuis 3 ans, plus de la moitié de la production d'animation a une valeur de plus de 700 000 euros de l'heure. Alors cette évolution, elle s'explique par 3 phénomènes. D'une part, on a eu un phénomène de relocalisation de la production en France, puisque 85% des dépenses aujourd'hui sont réalisées en France. Il y a 10 ans, c'était 77%, et avant la mise en œuvre du crédit d'impôt en 2004, on était à peine à la moitié. On était autour de la moitié. Donc on a cette première explication, phénomène de relocalisation. Deuxième explication, c'est aussi une montée en gamme de la qualité de la production française, qui utilise des technologies qui sont plus sophistiquées et qui sont plus coûteuses. Donc ça a un impact aussi sur l'augmentation de ces coûts horaires. Et puis la troisième explication possible, c'est aussi l'évolution des formats, puisqu'on observe que c'est au sein des formats plutôt légèrement plus longs on a une plus forte croissance des volumes de production. Donc ça a aussi un impact sur ces coûts horaires qui ont progressé, mais il y a eu un accompagnement aussi des financements publics sur la période, avec un renforcement notamment des crédits d'impôt à compter de 2017.
Oui, tout à fait. Il y a eu un renforcement du soutien public, crédit d'impôt, comme vient de le souligner Benoît, mais également réforme du compte de soutien audiovisuel en 2016, qui a donc permis d'accompagner le mouvement de relocalisation des producteurs français sur le territoire. Il y a plus d'aides publiques, mais il y a aussi, effectivement, on le voit, beaucoup plus de dépenses sur le territoire français que ces dernières années, ce qui nourrit bien évidemment l'emploi dans la filière. Pour terminer, je voudrais juste souligner qu'on s'approche progressivement des coûts horaires de la fiction. On était très très loin il y a quelques années des coûts horaires de la fiction en matière d'animation, et progressivement, avec cette montée des coûts horaires côté animation, on se rapproche de ceux de la fiction. C'est un phénomène extrêmement intéressant à noter. Il y a effectivement, comme le disait Benoît, une très forte pression internationale qui conduit aussi à une augmentation de la qualité des œuvres, et donc des moyens qui sont mis pour pouvoir répondre à ce défi international. Alors, si on regarde maintenant comment se finance cette production audiovisuelle d'animation, la première caractéristique qu'on souligne tous les ans, mais qui se renforce en 2019, c'est les financements en provenance des partenaires étrangers, puisqu'ils représentent l'année dernière plus de 25% des financements. Ils connaissent de surcroît une très forte progression de près de 45% pour atteindre un peu plus de 62 millions d'euros l'année dernière. C'est le plus haut niveau qu'on observe dans nos statistiques, donc des apports financiers étrangers qui sont au plus haut, soit sous forme de prévente ou d'apports en coproduction. Et puis on voit aussi une progression significative des soutiens du centre qui sont à presque plus 6%, qui progressent plus rapidement que les volumes. Donc effectivement, il y a un rebond très fort des financements étrangers en 2021, ce qui tasse un peu mécaniquement la part des autres acteurs, mais comme vient de le souligner Benoît, la part du CNC, si elle passe de 23 à 21,5, diminue en part relative, mais augmente bien évidemment, augmente en valeur absolue. Il convient également de souligner que dans les 24% que portent les producteurs français, il y a aussi une part étrangère à venir. Ça sera les ventes qui seront réalisées au cours de la livraison ou après celle-ci, et qui viendront donc renforcer encore un peu plus le poids des financements étrangers dans le coût définitif, dans le financement définitif des œuvres. Alors, si l'on passe maintenant à la production de longs métrages d'animation, en regardant, hop, c'est moi qui ai fait une bêtise, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Oui, sur l'évolution du nombre de longs métrages d'animation français produits, on était jusqu'à l'année dernière autour d'à peine une dizaine, puisqu'il y a eu 10 longs métrages agréés l'année dernière, agréés par le CNC, donc qui sont rentrés dans le système de soutien du CNC, et au jour d'aujourd'hui, en 2020, le CNC a agréé 14 films français d'animation, 8 films d'initiative française pour une valeur de 108 millions d'euros et 6 films de coproduction minoritaire pour une valeur de 30 millions d'euros, donc 14 au total. Donc on est sur une année où il y a eu beaucoup de lancements de nouveaux projets de production de longs métrages d'animation. Ouais, donc effectivement, attention quand même par rapport à ces chiffres. Comme vient de le souligner Benoît, il y a quand même pas mal de films d'initiative étrangère dans les statistiques des années 2019 et 2020. Et donc, voilà, le secteur du long métrage, et on va y venir tout de suite après, son financement reste un long chemin de croix, et malheureusement, les choses n'évoluent que très lentement sur ce terrain-là. Tout à fait. Donc, comment se financent ces films d'animation français? Eh bien, ils ont comme caractéristique de se financer pour une part très significative à l'étranger, puisque les apports étrangers de manière directe représentent près de 17%, et également sous forme de MG portés par des partenaires français, MG étrangers, mais portés par des partenaires français à hauteur de 11%, ce qui fait qu'au global, la structure de financement d'animation français
présente un apport de financement étranger important. On a une sous-représentation de la part des chaînes de télévision françaises, puisqu'elles ne représentent que 14% du financement, alors que en moyenne sur l'ensemble des longs métrages, on est plutôt autour d'un tiers. Donc là, vous avez la structure de financement moyenne sur 5 ans pour éviter des variations d'une année sur l'autre, parce qu'on est quand même sur un petit nombre de films, comme on l'a vu précédemment, chaque année. Effectivement, le financement reste compliqué, comme je le disais à l'instant avant la présentation de Benoît, et on espère beaucoup quand même de la transposition de la directive SMA et de l'entrée des plateformes dans le système de financement français du côté du long métrage d'animation. On pense qu'on a une carte à jouer, qu'on a des atouts à faire valoir auprès des plateformes pour essayer d'apporter des solutions à ce financement des longs métrages d'animation qui reste extrêmement compliqué, aussi bien pour les films familiaux d'ailleurs que pour les films d'auteur. Alors, si l'on reprend sur l'exportation des œuvres d'animation, eh bien, écoutez, 2019 a été une excellente année pour l'exportation de programmes audiovisuels d'animation, puisqu'en valeur d'exportation, c'est-à-dire soit sous forme de prévente ou de vente, on est à 112 millions d'euros. Et pour ce qui concerne les préventes, comme vous le voyez, on est à 77 millions d'euros. C'est le plus haut niveau qu'on a jamais observé. Donc c'est intéressant de le souligner. L'animation audiovisuelle, c'est le premier genre qui s'exporte le plus par rapport à la fiction ou au documentaire. C'est, vous le voyez, 45% des ventes l'année dernière. Voilà, on a un secteur de l'animation qui est reconnu à l'international, qui est porté aussi par les ventes réalisées sous forme de droits multiterritoires, voire de droits monde auprès des plateformes. L'animation, ça représente la moitié de la valeur des ventes droits monde aux plateformes. Donc c'est un secteur qui bénéficie beaucoup de l'appétence des plateformes internationales à l'étranger et qui reconnaît la qualité de la production française. Ce qui est intéressant de noter, c'est la régularité de la performance de l'animation française. Ces 4 dernières années, on voit que le chiffre de l'exportation est à chaque fois ou quasiment à chaque fois supérieur à 100 millions d'euros, et donc on a passé une véritable marche depuis 2016. Ça montre la force du catalogue qui a été constitué au fil des années, puisque comme le soulignait Benoît, l'année 2019 avec 77 millions de ventes est un record historique. Donc la force du catalogue constitué qui enrichit chaque année avec de nouvelles productions et qui permet maintenant de capitaliser et d'atteindre des niveaux d'exportation qui sont extraordinairement élevés. Alors, qu'en est-il de la performance des films français d'animation en salle en France et à l'international? L'année dernière, les films français d'animation ont réalisé 6 millions d'entrées à l'étranger, ce qui, sur la décennie, est quand même la 3e meilleure performance, avec les succès de Astérix et le secret de la potion magique, qui a réalisé plus de 3 millions d'entrées à l'international, 3,2 précisément, et Minuscule 2, qui a réalisé 1,1 million d'entrées à l'international. En réalité, les entrées à l'international pour les films d'animation français, c'est près de 65% des globales de ces films. Donc ces films, très souvent, on rencontre un large succès à l'international dans de nombreux pays. Et bon, malgré tout, comme on le voit, selon les années, c'est très variable, parce que parfois il y a des énormes succès comme Le Petit Prince en 2015 ou Ballerina en 2017, qui ont porté très haut les niveaux d'entrée des films français à l'international. Donc effectivement, la carrière à l'international dépend beaucoup aussi de la carrière sur le territoire français. C'est une rampe de lancement, et c'est vrai que on peut se féliciter des chiffres qui sont réalisés à l'international par la production française. On voit, et on aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus loin dans la présentation, que la base française reste quand même fragile, avec 2,5 à 5 millions d'entrées par an. Il faudrait vraiment arriver à travers l'offre
à l'installer durablement au-dessus des 5 millions d'entrées par an, ce qui permettrait effectivement d'être d'autant plus fort sur le marché international avec une base française plus solide. Alors, si l'on passe maintenant au film d'animation en salle en France, 2019, vous le voyez, est marqué par un grand nombre de films d'animation sortis en salle, 52, c'est vraiment beaucoup par rapport aux années précédentes où on était autour de 35. Ce qui explique cette progression, c'est surtout l'augmentation du nombre de films européens, d'origine européenne. Vous le voyez, on est au-delà de 15 et 14 en 2018. Et puis bien entendu aussi la production française qui augmente un peu en 2019. Donc un nombre particulièrement élevé de films d'animation qui représente 7% des films inédits l'année dernière. Alors, vas-y. C'est intéressant, ouais, c'est juste pour compléter, c'est intéressant de noter effectivement ce mouvement sur les films européens. On voit bien que certains pays ont fait le choix en Europe, compte tenu de leur retard, peut-être côté production audiovisuelle, de mettre les bouchées doubles du côté du cinéma, et on voit émerger au niveau européen donc une vraie offre de films qu'on retrouve dans les salles françaises, qui grimpe fortement, et parfois aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, avec vraiment des jolis scores d'entrée. Ça doit vraiment nous amener à réfléchir, parce que voilà, ça permet des opportunités de coproduction, mais il faut faire attention à pas se laisser doubler sur ce marché du long métrage d'animation par d'autres pays européens qui mettent les bouchées doubles. Alors, si l'on regarde les entrées des films d'animation, 2019 avait été une très bonne année avec plus de 35 millions d'entrées, dont 33 millions pour les films. Record historique, voilà. Cette année sera totalement différente malheureusement. Pour l'instant, on est à 6 millions d'entrées réalisées pour les films d'animation en 2020, à date d'aujourd'hui. Donc on verra comment se termine l'année, mais voilà, le contexte est aujourd'hui totalement différent, comme qu'on a pu tous le constater. En termes de fréquentation selon la nationalité des films, les films américains l'année dernière étaient un peu plus de 25 millions d'entrées. Les films français, eux, étaient à 2,4 millions d'entrées. Selon les années, on a une part de marché des films français qui se balade entre 10 et 20% des entrées. En 2019, on était à 7%, et du côté des films américains, on est autour de 80% de part de marché selon les années, voire un petit peu moins. On voit bien effectivement que les films américains sont le baromètre du marché. L'année où effectivement les films américains fonctionnent, le nombre d'entrées est très élevé, et l'année où ils fléchissent un petit peu, le marché suit la même courbe. Dans la continuité de ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est intéressant de noter que les courbes bleues, qui sont celles des films français, et celles de la courbe verte des films européens, se croisent en 2019. Donc voilà, ça montre que ces films européens ont réussi à séduire le spectateur avec pratiquement 5 millions d'entrées en 2019. Alors, si on passe maintenant à l'animation à la télévision, qu'est-ce que ça représente en volume de diffusion sur une année? En 2019, c'est plus de 16 000 heures d'animation diffusée à la télévision, toutes chaînes confondues, toutes chaînes de la TNT confondues, et 96% de ces 16 000 heures, ce sont des programmes audiovisuels d'animation, sachant que ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en France, 60% de l'offre d'animation à la télévision, d'offre audiovisuelle d'animation, est composée de programmes français. Donc on a une très bonne exposition de l'animation française sur les chaînes de télévision. Parmi les chaînes qui sont les plus grandes consommatrices et celles qui proposent le plus d'animation, on va retrouver Gulli, chaîne jeunesse, puis France 4 avec 4600 heures, France 3, France 5 et TF1. Voilà, vous avez le classement. Mais avec Gulli et France 4 qui sont deux chaînes qui diffusent des gros volumes horaires d'animation. Et bien évidemment, cette exposition sur les chaînes hertziennes TNT n'est qu'une toute partie
de l'exposition de l'animation et des lieux de consommation pour les enfants qui peuvent aujourd'hui aller chercher des dessins animés bien évidemment sur toutes les chaînes câbles et satellites, sur les plateformes du type YouTube Kids & Co et désormais sur toutes les plateformes de SVOD, qu'elles soient françaises ou bien évidemment étrangères. Et on verra tout à l'heure la part importante de ces programmes d'animation sur toutes les plateformes dans le monde entier. À côté des œuvres audiovisuelles, beaucoup de films d'animation sont également diffusés à la télévision sur les chaînes de la TNT. Vous le voyez l'année dernière, près de 180. On a une progression régulière du nombre de ces films, sachant que par contre, plus de la moitié de ces films, 55%, sont des rediffusions. Sont des films qui avaient été rediffusés les années précédentes, voire l'année d'avant. Donc c'est souvent, malheureusement, encore tout le temps un peu les mêmes films d'animation que l'on voit à la télévision. Et les films les plus rediffusés à la télévision en termes de films d'animation, c'est la saga des Kirikou et des Astérix qui sont multi-rediffusés chaque année. Et puis, autre élément aussi intéressant, c'est la répartition de la durée de consommation, de la durée d'écoute de l'animation à la télévision. Quand on fait cet exercice de répartir le temps de consommation de l'animation par chaîne, on voit les places particulières occupées par Gulli et France 4, et particulièrement sur la cible des enfants, puisque pour Gulli, c'est 43% du temps de consommation de l'animation pour les enfants, et France 4, c'est un tiers du temps de consommation des 4-10 ans, du temps de consommation d'animation sur cette cible. Donc effectivement, on voit que le poids prépondérant de France 4 dans le paysage des chaînes TNT et de la consommation des enfants sur cet univers-là, comme vous le savez, le compte à rebours marquant la suppression de cette chaîne est entamée puisqu'elle est programmée pour le mois d'août 2021. Donc on est désormais à moins d'un an de cette date fatidique. Les gouvernements passent, mais l'Élysée reste malheureusement inflexible sur ce sujet-là. Il faut absolument supprimer la chaîne pour enfants du service public, quand bien même les fractures numériques sont apparues au grand jour pendant cette période qu'on vient de traverser et qu'on continue à traverser. Les fractures numériques, que ce soit à l'intérieur, que ce soit au sein des familles, entre familles, entre territoires, il y a bien évidemment des fractures numériques qui sont extrêmement importantes et on les avait soulignées au moment de l'annonce de la suppression de cette chaîne France 4 en disant qu'il fallait laisser du temps à la plateforme de France Télévisions au coup de s'installer avant de supprimer cette chaîne et qu'il fallait mieux au contraire essayer de marcher sur deux jambes. Aujourd'hui, on a décidé d'amputer une jambe, mais la bagarre continue et on reste mobilisé pour démontrer que cette suppression n'est pas une bonne chose et essayer de faire revenir le gouvernement et l'Élysée sur cette position. Alors, pour terminer, on va s'intéresser à l'animation sur les plateformes. Tout d'abord sur les plateformes de replay. Et comme vous le voyez, on a sur 5 ans une consommation d'animation sur les plateformes de replay des chaînes de télévision qui a été multipliée par 2, puisqu'on est passé de 1,2 milliard de vidéos vues à l'année dernière 2,4 milliards. En revanche, depuis 2 ans, on observe une stabilité, on va dire, de cette consommation sur ces plateformes de replay, alors que l'ensemble du marché, lui, continue toujours à croître. Voilà, c'est intéressant de le souligner. Et ça peut sans doute s'expliquer par la suite. C'est justement la place qu'occupent les plateformes payantes, elles, de vidéo à demande par abonnement. Alors là, vous avez une planche très intéressante et actuelle, puisqu'elle présente la place de l'animation française sur les plateformes de vidéo à demande à l'étranger. Et ça permet d'observer quels sont les pays où l'animation française est particulièrement bien représentée sur les plateformes de VAD. On voit qu'au-delà des pays qui ont une culture francophone, type le Canada, la Suisse ou la Belgique, l'animation française est aussi très bien présente aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne, dans des grands pays
francophone ou pas. Et ça, c'est intéressant de le souligner. On a un volume d'animation française qui est tout aussi important aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne que en Belgique ou en Suisse. Donc ça illustre aussi je dirais la très bonne diffusion de l'animation française à l'international et notamment sur ces nouvelles plateformes internationales portées notamment par. Mais je vais y revenir en vous donnant quelques noms. Simplement petite précision par rapport à cette slide, on parle bien du nombre de titres. Et donc quand on parle de 46 titres présents aux États-Unis, c'est bien 46 séries différentes. On parle pas en nombre d'épisodes, on est bien en termes de séries en tant que telles. Tout à fait, quel que soit le nombre d'épisodes ou de saisons d'ailleurs. Et comme le soulignait Benoît, effectivement, ce qui est assez remarquable, c'est la présence très homogène de l'animation française dans chacun de ces pays, quoi. Et puis peut-être pour finir justement sur cette plateforme, sur ce qui se passe en France, ce qui est intéressant d'observer, c'est la forte appétence des plateformes en France pour l'animation, mais tout aussi à l'international. Hein. C'est des choses qu'on retrouve. Et là, vous avez l'évolution des volumes. Alors là, en nombre d'épisodes d'animation disponibles sur Netflix, Amazon, Disney+ ou les autres ou autres plateformes. Et c'est vraiment intéressant de voir que sur Netflix ou Amazon, on a quand même des taux de progression qui sont à 2 chiffres tous les ans en termes de volume d'épisodes d'animation disponibles. Et ça illustre clairement l'appétence de ces plateformes pour les programmes d'animation parce qu'elles entretiennent des corners jeunesse de plus en plus riches. La concurrence est accrue avec le déploiement de Disney+, et on voit que parmi les offres, il faut aussi une offre jeunesse riche, renouvelée et attractive. Et là, les programmes français et la production française peut trouver une place aussi à l'international sur ces plateformes. Et ces plateformes entretiennent aussi et proposent aussi une offre d'animation adulte extrêmement riche. Et c'est certainement là aussi un marché à conquérir pour l'industrie française qui n'a pas, par la force des choses et compte tenu de la taille de notre marché, jusqu'à maintenant plus véritablement occupé ce terrain-là. Et là aussi, il y aura certainement des opportunités à conquérir dans les prochaines années. Merci. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci à vous, messieurs, pour le partage de ces éléments et les commentaires que vous en avez faits. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour répondre aux questions posées par les personnes qui suivent cette visioconférence. En tout cas, je l'espère parce que j'ai l'impression qu'on est en train de déménager derrière vous. Là, il y a beaucoup de bruit, donc j'espère que vous serez encore parmi nous dans quelques minutes. De même que nous avons choisi d'évoquer le marché de l'animation 2019, nous allons maintenant partager avec vous ce qu'étaient les chiffres de l'emploi dans le secteur du cinéma d'animation en France l'an dernier. Donc, nous allons nous retrouver avec Philippe et François pour présenter ces chiffres et les commenter. Sont-ils parmi nous? Oui, les voilà, messieurs. Oui. J'ai une question qui peut peut-être lancer votre présentation. Est-ce que nous retrouvons en 2019 la dynamique constatée depuis plusieurs années et encore en 2018? Est-ce qu'elle s'est confirmée en 2019? Oui, alors, la dynamique s'est confirmée. Non, si on parle tous les deux. Là, François, allez. Une proposition, Philippe développera, mais la dynamique s'est confirmée en 2019 sur à peu près tous les indicateurs. Je rappelle qu'en fait l'étude a été reprécisée en 2018, c'est-à-dire on a des topics sur le temps de travail, sur la place des femmes dans le secteur. Mais en tout cas, au niveau de la dynamique globale, on retrouve la même chose. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit que au niveau des indicateurs de l'emploi, en fait, on voit sur l'étude, quand on projette sur une longue durée, qu'il y a une hausse de tous les indicateurs à partir de 2016, en fait. Voilà. Philippe peut peut-être... Alors, découvrons cette étude. Alors, merci. Pour commencer, je vais quand même vous faire une petite présentation du contexte. Donc, vous savez que les chiffres viennent effectivement des données d'audience. Donc, je rappelle, audience, c'est le groupe de protection sociale
qui est au service des professionnels de la culture, de la communication et des médias. On a plusieurs activités pour assurer cette protection. Donc, on a la retraite complémentaire, l'assurance de personnes qui protège sur la santé, les risques de santé, d'arrêt de travail, de décès, les risques professionnels également. Et on a notamment mis en place on a conceptualisé une garantie santé pour les intermittents qui permet de prendre en compte les particularités de cette population qui alterne des périodes d'emploi et non-emploi, périodes de non-emploi pendant lesquelles elle continue d'être protégée par cette garantie. Nous avons également une activité sur la caisse des congés spectacles qui permet de gérer les droits de congé des intermittents du spectacle. On a une activité médicale et prévention, santé, sur notre nouveau site, notre nouveau pôle santé qui est établi au cœur de Paris, à Bergère, qui est particulièrement indiqué, au service des métiers des professionnels de la culture. Enfin, je soulignerai qu'on a un accompagnement solidaire et prévention sociale avec une politique de proximité pour nos publics fragilisés. On voit une certaine précarité dans certains métiers de la culture. Donc nous sommes là pour les protéger, pour les accompagner. Les données que nous utilisons sont celles qui sont issues de la gestion de la retraite complémentaire, puisque nous sommes dédiés aux entreprises de la culture et donc aux entreprises de films d'animation en retraite. Ce sont les déclarations sociales nominatives, les DSN, qui nous permettent de recueillir, dans le respect de l'anonymat bien sûr, l'ensemble des périodes travaillées, qui sont renseignées des montants de salaire versés, des contrats de travail, des fonctions occupées, du temps passé. Donc on a énormément de données qui nous permettent effectivement de construire l'étude qu'on a faite pour aujourd'hui. Le champ de l'étude a été resserré au plus près des entreprises dont l'activité est le film d'animation. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver les pure players de ce secteur, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui mélangent un peu les effets visuels et l'animation. Donc on s'est concentré sur les films d'animation spécifiquement avec Anime France et le CNC qui nous ont fourni des listes qui forment le champ de cette étude. Je précise que certains artistes qui peuvent être employés dans la réalisation de films ne sont pas pris en compte dans cette étude. Ce sont les techniciens, les non-artistes qui sont ici abordés. Enfin, les non-artistes. Pardon, on était déjà sur la première. Voilà, ou le doublage. Les interprètes sont pas c'est ça. Donc effectivement, ce que Benoît et Stéphane nous ont montré, un secteur en pleine très dynamique. Les chiffres ici de l'emploi viennent le confirmer, puisque vous voyez des courbes qui montent. Donc l'activité, c'est une activité qui est en croissance depuis que nous étudions le champ. On remonte à 2004. C'est une croissance qui s'est effectivement accélérée entre 2015 et 2017. On le voit sur la masse salariale. Le film d'animation 2019 c'est 133 studios qui emploient 7500 personnes. C'est plus de 4000 personnes de plus qu'en 2004. Le nombre d'entreprises, lui, s'est plutôt stabilisé depuis 2015. En 2019, c'est des entreprises qui ont un profil très différent. Il y a des très très grosses entreprises et des studios de petite taille. En 2019, ainsi, 9 entreprises, les 9 plus grosses entreprises à elles seules, représentent 50% de la masse salariale du secteur. 38% des personnes qui sont salariées dans ce secteur sont des femmes. Et on recense 1480 primo-entrants, des personnes qui rentrent pour la première fois dans le secteur. Les emplois occupés sont principalement des CDD d'usage, puisque ils représentent 85% du total des salariés du secteur. Toujours hors artistes. Enfin, sur la masse salariale, on arrive à 183 millions d'euros qui ont été versés en 2019, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 2018. Depuis 2004, je soulignerai que la masse salariale a fait plus que tripler sur toutes ces années. Une petite précision sur la courbe de la masse salariale ici, qui est accidentée en fin de parcours. En fait, il y a eu un effet très particulier en 2018 qui a été le non-versement de primes de résultats sur les films et qui a été décalé sur 2019. Donc ça implique une baisse factice en 2018 et une hausse surévaluée en 2019.
La, la, la vraie augmentation entre 2018 et 2019 est 8% sur la masse salariale. François? Non, Je j'ai passe au suivant. j'ai rien à rajouter là-dessus. T'as tout dit. Quasi. Sur le temps de travail annuel, on constate une hausse. Donc c'est 6,7 millions d'heures qui sont déclarées en 2019. C'est une augmentation de 4% par rapport à 2018. C'est à peu près la même hausse que celle des effectifs. 4% également. Le nombre d'heures de travail moyen par personne est resté le même entre 2018 et 2019, puisque la hausse entre l'effectif et la masse salariale et le nombre d'heures est la même. C'est-à-dire c'est plus de 1400 heures de travail pour les CDI en moyenne sur l'année et plus de 800 heures de travail en moyenne pour les CDD d'usage. Oui, je voulais juste. Ah bah non, le slide est passé là. Je voulais juste Non, on maîtrise. faire une. Ouais, on maîtrise le slide. Préciser que en fait, ça c'est un développement du premier slide. Les emplois de 800 heures en moyenne, ça nous montre que les emplois sont des emplois de longue durée, mais c'est dû aussi au fait que les projets et la production d'un film d'animation est beaucoup plus longue que d'autres programmes audiovisuels ou d'autres types de spectacles, et que on demande toujours des emplois spécifiques. Enfin, il y a des emplois spécifiques et des talents spécifiques qui sont sur la production de ce type de programme. Donc, ce qui explique qu'en fait, les durées d'emploi sont assez longues. Et on est majoritairement en CDD d'usage, puisque chaque programme est spécifique. Et ensuite, les plus de 1400 heures en CDI, on l'avait déjà vu l'an dernier, ça prouve qu'en fait, il y a une sorte... Bon, le 1400 heures, c'est quasiment des temps pleins. Donc, ça prouve qu'il y a aussi une stabilisation des emplois en CDI, qui sont souvent sur les fonctions support et qui sont en grande majorité des emplois à plein temps. On vous propose ici une répartition par tranche d'heures travaillées des CDD d'usage. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt assez équivalent en 2018 et en 2019. Ce qu'on voit ici, c'est que 62% d'entre eux travaillent au moins 500 heures dans le secteur, ce qui veut dire qu'ils peuvent bénéficier du régime de chômage des intermittents du spectacle, les annexes 8 pour les techniciens. Ce qui est intéressant également ici, c'est on observe une augmentation de 200 personnes entre 2018 et 2019 parmi celles qui effectuent le plus grand nombre d'heures, c'est-à-dire au moins 1500 heures. Non, je peux rajouter quelque chose aussi. Je croyais que tu continuais, Philippe. Là, on s'est non. Non, mais ça corrobore un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les volumes d'heures sont importants parce que les projets sont longs. Donc, il y a une sorte de pérennisation d'activité et d'ailleurs tous les autres slides le prouvent. Des gens qui travaillent principalement dans le secteur et donc qui ont des longues heures d'emploi puisqu'ils sont liés au projet. Donc, mais ça on le verra un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a on peut dire en moyenne et en globalisant que le secteur embauche pas mal de gens. D'ailleurs, on verra plutôt des gens jeunes sur des durées d'emploi assez longues par rapport à d'autres secteurs connexes. Alors ensuite, nous avons découpé un peu ces techniciens en CDD d'usage selon des profils. Donc on distingue cinq profils en fonction de leur temps de travail dans l'animation. Donc on distingue les 100% animation qui sont au moins 500 heures dans les studios d'animation et qui n'ont pas d'autres activités dans d'autres secteurs de la culture. Ils représentent donc 53% des CDDU en 2019, c'est-à-dire à peu près 3500 personnes. On distingue également les assidus, qui ont au moins 500 heures également dans le studio d'animation, mais qui n'ont pas que des heures dans l'animation. Ils peuvent être connus dans d'autres secteurs. Donc eux sont 9% du total des CDDU du secteur. Ces 9% plus 53% de 100% d'animation forment les personnes qui ont au moins les 500 heures. Les occasionnels, qui sont ceux qui ont moins de 500 heures dans le secteur, mais plus de 500 heures sur l'ensemble des autres secteurs de la culture. Donc eux sont 13% dans le secteur de l'animation. Et enfin, on distingue des éphémères, des personnes qui restent très peu de temps dans le secteur et très peu de temps par ailleurs dans les autres secteurs également. Donc ils sont 25%
à faire moins de 500 heures globalement dans les métiers de la culture. François? Les deux premiers chiffres qui apparaissent dans les slides, là, les 53 et 62%, ça corrobore un peu ce que j'ai commencé à dire et ce qu'on verra d'ailleurs dans les slides d'après. Pourquoi il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs dans les proportions et dans les répartitions d'emplois par filière dans le métier de l'animation, on le verra bien tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui en fait ont des formations spécifiques à l'animation. Donc c'est pour ça qu'il y a une proportion de 100% d'animation, parce que ça fait partie des métiers qui sont spécifiques et des métiers il y a assez peu de métiers connexes, on les trouve plutôt dans la gestion de production. Il peut y avoir parfois quelques passerelles, mais très souvent en fait on est vraiment une filière avec des métiers, des compétences très très spécifiques, ce qui explique en fait ces chiffres, puisque que la grande majorité des personnes et des salariés sous CDDU travaillent pour la majorité de leur heure, 100% et jusqu'à 80%, uniquement dans le secteur de l'animation. Alors voilà un graphique intéressant, c'est une pyramide des âges, donc toujours des CDD d'usage du secteur qui nous montre deux choses, qui nous montre l'évolution du nombre de personnes entre 2009 et 2019 et la proportion et l'âge de ces personnes. Donc on voit, du fait de la forme de cette pyramide qui est très évasée à sa base, que c'est un secteur qui emploie beaucoup de jeunes personnes. Ce qu'on voit également, c'est l'évolution. Donc il y a la partie orange et rouge qui est la pyramide des âges en 2019, la partie jaune et rose qui est la pyramide des âges, en 2009, orange et rouge, et jaune et rose pour 2019. Donc on voit que entre 2009 et 2019, le fait remarquable, c'est l'augmentation du nombre de femmes dans le secteur qui s'est développé bien plus vite que le nombre d'hommes, puisque en fait, le nombre de femmes a doublé sur ces 10 ans, alors que le nombre d'hommes augmente de 36%. Donc on fait un rapport de 100 à 36. Ensuite, voilà, François, si tu veux rajouter quelque chose. Les courbes ont à peu près la même tête, sauf pour les femmes où c'est vrai que c'est vraiment flagrant. L'augmentation du bas de la pyramide pour les femmes. Par contre, si vous voyez les pentes de la pyramide, on reste à peu près sur les mêmes tendances au niveau des âges des personnes qui sont dans l'animation, avec une très très forte proportion en dessous de 40 ans et une proportion très importante, on le voit d'ailleurs, entre 35 et 26 ans. Donc bon, le secteur est jeune, et il reste jeune d'ailleurs quand on voit les chiffres. Absolument. Donc c'est 64% des techniciens qui ont moins de 35 ans en 2019. Sur les primo-entrants, donc c'est les personnes qui rentrent pour la première fois dans le secteur, on voit un effet, ce qui explique en partie ce doublement du nombre de femmes dans le secteur entre 2009 et 2019. On voit que chez les primo-entrants, il y a une forte augmentation de la part des femmes, donc qui est passée de 30% en 2010 à 43% en 2019. Ce sont des femmes ce sont des primo-entrants qui sont jeunes, puisque 74% des femmes en 2019 qui sont entrées pour la première fois dans le secteur ont moins de 30 ans. Et 70% également, ce qui conforte ce que disait François tout à l'heure, exercent leur premier emploi dans ce secteur. C'est-à-dire qu'elles naviguent pas avant dans des secteurs de la culture. Leur formation les amène directement dans l'animation. Alors, ce petit graphique est assez intéressant parce que on voit qu'il y a plusieurs effets en fait. Il y a l'effet aide publique dont on parlait Stéphane et Bruno tout à l'heure à partir de 2016, on a une hausse qui serait à peu près la même pour tout le monde. Et puis il y a aussi, je pense, un phénomène qui fait qu'il y a de plus en plus en fait d'étudiantes qui font des écoles d'animation et qui rentrent dans le secteur. Donc il y a un aspect quantitatif. Le secteur embauche plus de gens, donc parmi ces personnes,
évidemment, la part des femmes va croissante, et il y a aussi une croissance, un intérêt pour les métiers de l'animation dans la population féminine qu'on avait déjà regardé puisqu'on était rentré un peu dans les détails lors de l'étude de l'an dernier, et bon, qui se confirme, hein, puisque là on voit une stabilisation sur les primo-entrants. On va voir dans les autres graphiques la part des femmes dans les différents métiers, entre autres. Donc sur le graphique suivant, on voit toujours les primo-entrants, mais cette fois toute population confondue entre 2010 et 2019. Donc ce qui est intéressant, c'est que les hommes sont un peu moins jeunes que les femmes quand ils entrent, puisqu'ils ont 67% à avoir moins de 30 ans. Les femmes en ont 74% à avoir moins de 30 ans, pardon. Par contre, un fait similaire, c'est que 70% d'entre eux, que ce soit hommes ou femmes, exercent leur premier emploi dans le secteur. Voilà, on est sur les tendances d'âge, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, beaucoup de gens jeunes, et beaucoup de gens un peu moins jeunes puisqu'il n'y a que 11% de plus de 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi par rapport au profil de poste, mais ça c'est dans l'étude détaillée. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent, qui ont plus de 40 ans, qui viennent aussi d'autres secteurs en fait, et qui viennent exercer souvent des fonctions plus de management ou support dans le secteur de l'animation. Voilà, là, ce graphique vous indique les métiers qui sont déclarés par les entreprises de ce secteur. Donc, il y a très très peu de changements entre 2018 et 2019. Hein, c'est principalement les métiers. C'est le métier de l'animation qu'on retrouve le plus occupé, qui 27% des salariés occupent ce métier. Donc, c'est des postes d'animateurs 2D ou 3D ou des infographistes. Pour le reste, voilà, peu de changements et on retrouve les mêmes métiers qu'en 2018. Oui, on a les mêmes tendances, hein, fort métier dans l'animation, ce qui est un peu normal. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent avec les anciens chiffres, enfin les chiffres qu'on a vus tout à l'heure dans les slides, c'est-à-dire des personnes qui travaillent à 100% dans l'animation, puisque vous voyez, il y a une très très forte part de métiers de l'animation qui sont vraiment spécifiques. Après, c'est suivi par la gestion de production, et ensuite il y a des proportions à peu près identiques, sauf le bas de la courbe, quoi. Mais ça, c'est des tendances qu'on avait déjà en 2018 et même en 2017, en fait. Sur l'occupation des postes par genre, on voit qu'il y a des postes, des métiers qui restent très genrés. La distribution, hein, qui est assurée à 76% par des femmes, et à l'inverse, l'animation et storyboard qui sont assurés à 69% par des hommes. Voilà. Oui, enfin, cette tendance, on l'avait vu aussi, c'est-à-dire plutôt des femmes dans la distribution, la gestion de production et les fonctions support, et aussi dans l'écriture et les volumes, dans la réalisation. Par contre, on peut quand même noter que sur les métiers de l'animation, certes, on a une majorité de femmes, mais il y a une augmentation d'année en année, de quelques pourcents dans les métiers d'animation, purement animation. Enfin, on a fait un petit zoom sur la Charente, hein, puisque le président de Magélis tout à l'heure indiquait la volonté du département de faire venir les entreprises de l'animation. Donc effectivement, ça se retrouve dans les chiffres, puisque en 10 ans, on est passé de 9 studios à 21 studios installés en Charente. Donc c'est une progression importante. On est à près de 1000 personnes qui sont déclarées par ces studios en 2019. Il y a une différence entre les studios, effectivement, ce ne sont pas les mêmes populations entre Paris et les Charentes. Alors, sur le nombre de femmes, c'est exactement la même proportionnalité. Et par contre, ce sont des personnes plus jeunes en Charente, puisque 62% ont moins de 35 ans, alors que 56% ont moins de 35 ans à Paris. Ce sont davantage de CDD d'usage, et il y a un peu moins de cadres, de métiers encadrants en Charente par rapport à Paris. Oui, parce que parfois aussi, il y a des studios qui s'ouvrent en région, parce qu'il y a une politique d'incitation régionale assez intéressante. Bon, là, on a parlé de la Charente, qui est c'est assez exemplaire. Il y a d'autres régions, par exemple, l'an dernier, on avait vu un pic sur le Nord.
Après, bon, maintenant, ça s'est stabilisé quand il y a des politiques régionales et des installations dans certaines régions, ça se stabilise. Il y a des nouvelles régions qui apparaissent, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de studios qui s'implantent dans les régions, qui sont pas des filiales, mais des parts de studios parisiens. Et effectivement, il y a un peu plus de fonctions, et des studios parisiens s'implantent aussi en région, ce qui est bon pour les bassins d'emploi puisque ça les booste, et ce qui permet par exemple pour la Charente d'avoir une activité au plus près d'un pôle assez dynamique sur l'animation. On a aussi le cas qu'on ne voit pas dans ce graphique de studios qui s'adossent à des écoles, des lieux de formation, des régions où il y a des lieux de formation. Voilà, donc je vous invite à retrouver l'entièreté de l'étude sur les sites qui sont indiqués ici. Donc vous l'aurez trouvé sur le site d'ERAF, sur le site d'Anime France et sur le site d'Audience. Et de la CPNF et audiovisuel, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous ne nous quittez pas parce que maintenant nous allons passer la parole à Véronique qui va donc transmettre les questions qui ont été posées par les personnes qui étaient à l'écoute de vos propos, et on va vous entendre ainsi que vos deux collègues Benoît et Stéphane pour apporter toutes les réponses et éléments complémentaires. Véro, c'est à toi. Bien. Merci déjà à vous tous. Alors, il y a notamment plutôt sur la première partie de la présentation, à la première présentation, une question sur France 4, mais je pense que Stéphane notamment y a répondu pratiquement. Donc, on me pose la question, France 4 n'est-il pas amené, ou n'est-elle pas d'ailleurs amenée à disparaître? Donc, tu avais l'air de nous dire tout à l'heure que ça résistait, c'est ça? On n'était pas parti, a priori, pour l'instant, pour un maintien. Je ne t'entends pas. Micro, Stéphane. Range ton micro, Stéphane. Excusez-moi, pardon. Non, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure. Le compte à rebours de suppression de la chaîne a été enclenché puisque le gouvernement a publié en plein été 2020 un décret supprimant France O à la fin du mois d'août 2020 et annonçant la date de suppression de France 4 qui a gagné un an, notamment en raison de la pandémie, qui a gagné un an et dont la suppression est programmée pour le 20 ou le 21 août de mémoire 2021. Donc on est bien dans un compte à rebours qui est enclenché et donc effectivement on est encore en réaction et en mobilisation pour essayer de mettre fin à ce compte à rebours et de faire en sorte que la chaîne puisse se maintenir. Très bien. Merci. Yannick Eudes, des papeteries à Annecy, qui parle des plateformes. Au moment où vous parliez des plateformes, il dit pour les plateformes en France, n'y a-t-il pas Oku aussi? Si, tout à fait. France Télévisions, voilà, d'accord. Il y a bien évidemment Oku, qui est la plateforme de France Télévisions qui a été lancée de mémoire en décembre de l'année dernière, qui est là pour prendre le relais de France 4 et faire face à la suppression de la chaîne. Et donc effectivement, comme on le rappelait dans la slide de Benoît, la consommation des enfants aujourd'hui en matière de programmes d'animation, ce n'est pas que les chaînes de la TNT, c'est bien évidemment les plateformes gratuites type Oku, les plateformes payantes type Netflix, Tefumax, Gulimax, Amazon, etc. Et aussi les chaînes jeunesse spécialisées sur le câble et le satellite. Donc il y a une offre très riche. Oku en fait partie. C'est un peu la petite dernière du paysage. Et pour reboucler sur France 4, il faudra lui laisser le temps de s'installer dans le paysage avant d'envisager de supprimer, entre guillemets, sa chaîne mère. Ok, merci. Est-ce que vous avez, messieurs, des données concernant la durée écoulée entre l'obtention d'un diplôme et le premier contrat de travail dans une structure hors stage? Philippe, François. Ça s'adresse à notre présentation. Oui, clairement, non, puisque nous n'avons pas du tout de données sur la sortie d'école. On commence, nous, à connaître les personnes quand elles entrent
parcours professionnel. Donc à partir du moment où elles sont salariées pour la première fois. Oui, et où elles cotisent. À la limite, c'est les écoles qui ont ces données-là. Voilà, on demandera au RECA en février. Qu'elle pourrait faire monter à la CPNE, parce que ce serait intéressant, en tout cas, au niveau des primo-accédants, enfin de la formation initiale, de le savoir. Il y en a qui affichent des très bons résultats, mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyennes. Et ce serait intéressant. Juste pour compléter le propos, même si ce n'est pas ma présentation, ce qui est intéressant de regarder quand on creuse un peu les chiffres qui sont donnés dans l'étude d'audience, c'est qu'on voit quand même que il y a dans les primo entrants, il y a beaucoup de jeunes, ça a été souligné. Donc on peut voir globalement que c'est quand même a priori les gens qui sortent de l'école qui trouvent très rapidement un emploi. Et on voit dans les chiffres de mémoire qu'il y a à peu près je crois 500 primo entrants de moins de 30 ans qui chaque année trouvent un emploi. Donc on voit bien qu'il y a quelque part par rapport à aujourd'hui au volume de personnes qui sont formées d'étudiants qui sont formés par les écoles, il y a quand même une absorption en grande partie de ces étudiants par le secteur à leur sortie de leur école. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps très clairement ils mettent à trouver du travail, s'ils mettent 2 mois ou s'ils mettent 6 mois. Vu leur âge, ouais, par rapport à ce que dit Stéphane, c'est vrai que je crois que les études souvent dans les écoles c'est de 4 à 5 ans. Donc on voit qu'ils mettent pas beaucoup de temps, mais le beaucoup de temps, c'est ça qu'on n'arrive pas à quantifier. Enfin, qu'on pourrait quantifier si on avait les éléments. Après, sur les sorties d'école, ce qu'il faut savoir, 2 autres éléments aussi, c'est que déjà il y a pas mal d'étudiants qui partent à l'étranger, d'après ce qu'on sait, et ce qui fait qu'il y a certains métiers qui sont des métiers en tension. C'est-à-dire qu'on trouve, il y a des demandes des studios, on trouve pas forcément tous les postes tous les postes dont les studios auraient besoin. Il y a une étude de la CPNE là-dessus, en 2 ans. Alors, on parlait du RECA tout à l'heure. Je vois que Christine Mazereau, du RECA, justement, nous dit au dernier sondage, entre 80 et 95% de diplômés en poste dans les 6 mois en sortie d'école. Voilà. Bon, voilà. Wonderful. Merci. Voilà. Merci Christine. Je retourne à nos questions. Y a-t-il des tendances différentes à l'emploi selon le type de production, 2D ou 3D? Est-ce qu'on a ce type d'informations? Ça veut dire quoi, tendance à l'emploi? On pourrait les avoir. Est-ce qu'il est plus facile? J'imagine, mais Thomas peut peut-être nous préciser sa question. J'imagine que est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver du travail en animation 2D ou en animation 3D? Est-ce qu'il y a des différences entre les 2 types de spécialisation, si on peut dire ça? Je pense que le marché tant de la 3D que de la 2D numérique sont assez dynamiques de chaque côté, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait, et en plus les étudiants sont, formés. Je pense pas qu'il y ait véritablement plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi d'un côté ou de l'autre, quoi. Très bien. Merci. Ensuite, est-ce qu'on a une idée de l'incidence de la Covid sur les années à venir? Ça, on en reparlera, on l'espère bien en février, mais peut-être qu'est-ce qu'on peut déjà... voilà, c'est une bonne question de Christine Mazereau. Alors, ce qu'on peut noter déjà, c'est quand même que le secteur a plutôt mieux passé que certains autres cet épisode du Covid-19. Il y avait eu déjà... à l'hiver dernier, le mouvement des grèves de transport, etc., qui avait amené certains studios à se poser pas mal de questions sur les problématiques de télétravail. Et donc, quand la crise est intervenue et qu'il a fallu basculer sur le télétravail, on avait eu entre guillemets un premier galop d'essai. Ça n'a pas été aisé, ça n'a pas été simple pour tous les studios, c'était plus compliqué pour la 3D que pour la 2D, et il y avait beaucoup de problèmes techniques et pratiques, etc. Mais comparativement à des secteurs que Philippe connaît bien
chez Audience, qui sont le spectacle vivant, la fiction ou le documentaire ou le cinéma, c'est clair que l'animation a pu continuer son activité en s'adaptant cas et en faisant face à la crise sanitaire. Après, c'est vrai que pour mesurer les conséquences à moyen et à long terme, ce qu'on peut voir, c'est que le secteur est caractérisé par sa lenteur aussi. C'est un secteur qui est lent, avec des longs cycles de production, et donc globalement, il y a une forme de résilience du secteur aux à-coups, je dirais, ponctuels, qui est important, grâce à ces longueurs de cycle. Ce qui est clair, c'est que les studios qui étaient en cours de fabrication, qui avaient des heures à faire, etc., se sont adaptés, etc., sont en train de les produire. Il y aura certainement des retards de fabrication, mais globalement, on passe mieux le cap que certains autres secteurs. Après, ce qui va être compliqué dans les mois qui viennent, et ça sera presque un effet retour pour le secteur, c'est la concrétisation de nouveaux projets et l'entrée en fabrication de nouveaux projets. On voit bien qu'il y a un attentisme à la fois des acteurs nationaux, mais aussi internationaux. Il ne faut pas oublier que l'anime française est très exposée à l'international et donc dépend en grande partie des financements internationaux. Et donc, il y a une forme d'attentisme sur le marché en ce moment, et il y aura effectivement très certainement des effets à moyen terme en 2021 voire en 2022 de la crise qu'on subit et qu'on traverse actuellement, ne serait-ce que parce que les obligations de production d'un certain nombre de nos partenaires sont assis sur les chiffres d'affaires de l'année N-1. Donc en gros, en 2021, on aura les séquelles de l'année 2020 en matière d'investissement d'un certain nombre d'acteurs, notamment privés. Donc c'est pour ça aussi que la transposition de la directive SMA, que j'ai évoquée brièvement au démarrage, est aussi importante. D'accord. Et dernière question, parce qu'après, il faudra que nous arrêtions. Y a-t-il des nouvelles données concernant les besoins et tensions RH du secteur poste par poste depuis l'étude de la CPNEF, nous demande Julien Bagnol. Je pense qu'il fait référence à justement l'étude que j'ai évoquée sur les métiers en tension. C'est ça. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouveaux besoins et tensions, puisqu'il y avait pas mal de chantiers. D'abord, l'étude est assez jeune à l'échelle de ce type d'étude, parce qu'elle a 2 ans dans mes souvenirs. Et à ma connaissance, il n'y a pas de nouvelles données. Très bien. Merci beaucoup. Juste, je vous reprécise qu'on met les liens sur le chat vers les présentations, et vous pouvez les retrouver sur les différents sites de nos différents intervenants. Patrick, je te laisse reprendre la parole. Oui, très brièvement. À l'écoute attentive de ce qui a été dit et présenté, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes depuis quelques années, depuis l'an dernier, cette année de façon encore plus évidente dans cette période charnière où les plateformes deviennent des acteurs incontournables de la production et de la diffusion, et j'ai entendu beaucoup ce mot-là dans vos bouches. J'entends aussi que l'attente autour de la directive SMA et de ce qu'elle va produire est importante, et que ces 2 éléments-là vont être clés quant à l'avenir de notre secteur post-pandémie, parce que j'espère que nous y arrivons vite. Et puis, je voudrais aussi revenir quand même et souligner la féminisation du secteur. Je crois que ça, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Je crois qu'on va passer la parole à Frédéric Cros, le directeur général de Magellis, qui veut nous saluer et nous dire un mot. Avant, je voudrais remercier tous les intervenants, vous tous. Messieurs, il y avait que des hommes, nous en sommes désolés. L'équipe de Magellis autour de Frédéric et tout singulièrement Géraldine Zanier, et le réalisateur de cette émission, Guillaume de la Fontaine. Merci à vous tous. Et bien sûr, pour ma part et pour Véronique, nous vous donnons rendez-vous en février pour suivre ces RAF complets. Je crois que c'est le 2 et 3 février, n'est-ce pas, Véronique? 3 et 4. 3 et 4, ah bah je voilà. pense que c'est le 3 et 4. Moi, il m'appartient donc de conclure. Merci effectivement à tout le monde
pour cette première session des IRAF 2020, parce que nous sommes encore en 2020. Donc je vais remercier évidemment tous nos intervenants pour la clarté des chiffres qu'ils nous ont proposés et l'intérêt surtout de leur analyse. Il se passe beaucoup de choses. Je nuancerai un petit peu leur barre entre les jeunes et les vieux à 40 ans. Je conteste un petit peu ce chiffre-là, mais je pense qu'effectivement il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt, et je suis ravi de voir que la Charente continue à bien se porter dans le monde de l'animation, et nous continuerons nos efforts pour soutenir évidemment tous les producteurs qui viennent et qui s'installent et qui donnent à travailler à nos studios. Revenir aussi et remercier tous nos internautes qui ont suivi cette heure de données, de chiffres. Moi, je pense que c'était très très intéressant, et j'espère qu'ils ont pris le même plaisir que moi à participer à cette manifestation un petit peu particulière, mais sur laquelle il va falloir qu'on s'habitue, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, même si j'espère que nous pourrons sortir de ce Covid très très prochainement. Remercier évidemment Véronique, Stéphane et Patrick pour leur accompagnement dans cette première session des IRAF. C'est vrai que ça a été une organisation un petit peu différente par rapport à d'habitude. Donc merci à eux de leur implication. Merci à eux d'avoir trouvé les bons interlocuteurs, de partager toutes ces informations avec nous et d'être toujours à notre écoute, parce que de temps en temps on a aussi des souhaits. Et donc merci à nouveau à eux. Merci à notre réalisateur Guillaume de la Fontaine, qui a fait un très très bon travail. Merci à lui. C'est important qu'il n'y ait pas trop de soucis qui se posent lorsqu'on fait ce type de manifestation. Donc, merci à lui. Remercier aussi nos partenaires presse, 3DVF et MediaQuest, qui ont retransmis en direct ces IRAF. Et je pense que c'était aussi important que d'avoir des partenaires presse. Et je vais remercier aussi nos partenaires. Alors, je vais vous les citer, je vais les regarder parce que je vais oublier personne. Le CNC, Anime France, et Audience, évidemment, l'AFDAS, la FICAM et la CPEN audiovisuel. Je les remercie particulièrement parce que lorsqu'on fait un événement, vous êtes toujours un ou deux partenaires. Là, ça fait des années qu'ils nous accompagnent sur ce projet des RAF et des RADI. Ça fait des années qu'ils sont avec nous, qu'ils participent à la conception éditoriale de tout ça, qu'ils donnent des idées. Et moi, je les remercie. Alors, pour être présent, mais je les remercie aussi pour la longueur de cette présence, parce que c'est assez rare, et moi je suis très très fier de cette organisation que nous mettons ensemble maintenant en place depuis de très 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 nombreuses années. Et évidemment, je voudrais remercier Géraldine Zanier qui travaille à Magélis pour toute cette organisation. Je sais que ça lui a pris beaucoup de temps, ça lui a causé beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes à régler. Donc merci Géraldine de ce travail qui a été fait. Je reviens un petit peu sur l'édition complète des IRAF, IRADI, qui aura lieu donc le 3 et 4 février. On compte sur vous pour être présents. Vous aurez beaucoup de choses intéressantes qui vont vous être données. Alors bien sûr, on espère il y aura quelques enregistrements, et on espère pouvoir faire ces enregistrements en janvier, si cette saloperie de Covid nous permet de le faire. Mais c'est vrai que voilà, le 3 et 4 février, vous aurez des IRADI et des IRAF qui auront lieu, et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur ce début d'année. Et puis à la fin de l'année, on espère bien refaire les RAF et les RADI en présentiel, parce que nous, on aime vous avoir chez nous. Ce qui nous intéresse, c'est voilà aussi qu'il y ait ces moments de partage qui sont plus compliqués avec l'outil informatique. On espère vraiment que l'année prochaine, au mois de novembre 2021, vous reveniez nous voir, vous reveniez chez nous, qu'on puisse partager tous un verre de cognac, pour certains plusieurs. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, cette convivialité que l'on mène toujours et qu'on veut mettre dans toutes nos opérations, et notamment dans ces RAF et RADI. La famille de l'animation est une grande famille, et on espère vraiment tous vous retrouver physiquement en présence chez nous au mois de novembre 2021. Voilà ce que je voulais vous dire, et je remercie de nouveau tout le monde, et j'espère vous voir tous bientôt.
Merci beaucoup Frédéric. Oui, bah, c'est sûr que on attend avec grande impatience de tous se retrouver pour trinquer. Hein. Voilà. C'était bien aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait comme d'habitude, c'est clair. En tout cas, bah, on se retrouve donc en février. Et puis en attendant, portez tous vous bien. Soyez prudents et essayez de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles dans des conditions qui nous sont imposées. Salut, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.